minutes. Alors, tout d'abord, merci au colloque optique de m'accueillir et de me donner l'opportunité de présenter ce projet durant le colloque. Je me présente brièvement, je m'appelle Guillaume Tchoup, je suis chargé d'enseignement à la Haute École pédagogique du Valais pour le domaine éducation numérique et entre autres pour tout ce qui est de la pensée informatique, pensée computationnelle et entre autres la robotique éducative. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut apprendre avec des robots? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut apprendre et à quelles conditions? Donc, je vais vous présenter un projet qui a eu lieu en Suisse, dans plusieurs cantons, qui s'appelle Timio geht in die Berge, ou Timio va à la montagne. Et puis, le but de ce projet, c'était vraiment d'avoir la robotique comme objet et comme moyen d'apprentissage. Pas que ce soit juste le robot en tant que tel, ou juste ce qu'on apprend avec, mais que ce soit vraiment un tout cohérent qu'on puisse mobiliser avec les élèves. Donc, le projet Timio va à la montagne en quelques mots. Donc, on avait du coup 5 cantons qui participaient, Valais, Tessin, Uri, Schwytz et Lucerne, 3 régions linguistiques, français, allemand et italien. 2 écoles polytechniques fédérales étaient mobilisées dans le sens où elles partageaient leurs connaissances et leur expertise. Et on utilisait un robot, le robot Timio 2 qui a été développé par l'EPFL, l'École polytechnique fédérale, et 4 HEP, 4 hautes écoles pédagogiques qui étaient mobilisées, HEP Valais, Subside pour le Tessin, PH Schwytz et PA Lucerne. Et en tout, une centaine d'élèves dispersés dans tout le pays, dans différentes classes pilotes qui participaient au projet. Quelque chose d'assez grande ampleur, quelque chose d'assez intercantonal, ce qui n'est pas forcément évident en Suisse avec les différentes langues et avec les différentes régions. C'était le but, hein, c'était vraiment qu'on ait quelque chose qui mélange tout le monde, donc on ait plusieurs langues, on ait l'aspect communication qui soit au centre. Ce projet, il a démarré en 2018, où on a fait les phases de préparation, lancement, et au printemps 2019, on a eu les premières classes qui étaient équipées avec du matériel et informées, formées. Et moi, je m'occupais de suivre la classe à Lettron, ici en Valais, qui participait à ce projet. Ici, j'ai mis étapes prévues parce que, avec le Covid, on a eu le programme qui a été complètement chamboulé et on n'a pas pu suivre le programme initial qui était de suivre différentes étapes, donc en 3 phases avec des défis à chaque fois que les élèves allaient relever, allaient faire en classe et allaient aussi partager avec les autres classes ailleurs en Suisse au travers d'échanges avec des webcams, des chats, en échangeant des solutions, en échangeant aussi peut-être des activités à partager. Et petit à petit, de progresser dans les compétences de communication, de collaboration en robotique. Et à chaque fois, les projets, les défis étaient interdisciplinaires, donc mobilisaient plusieurs autres branches que juste la robotique ou l'informatique. On avait par exemple des maths ou du français ou de l'allemand pour pouvoir avoir quelque chose d'assez complet et qui soit transdisciplinaire. Étapes prévues qui ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, passablement chamboulées. On verra tout à l'heure. Peut-on apprendre avec des robots? C'est une grande question qu'on se pose depuis très longtemps. On a ici différents exemples avec des images qui datent d'assez longtemps et puis des éléments qu'on a utilisés ici en classe. Et ici, on a aussi un élément indien, un robot indien qui a été proposé et démontré. Donc on essaye, ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir des robots pour enseigner, pour apprendre, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ça prend du temps, ça prend des ressources, ça demande beaucoup de compétences. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose d'évident. Pour illustrer ces propos, je vais m'appuyer sur le modèle d'acceptation des technologies de Davis, qui a déjà été mobilisé par une autre intervenante hier, il me semble, dans le colloque optique, pour montrer qu'il ne suffit pas d'avoir une technologie et de regarder ce qu'on peut faire avec et de l'implémenter en classe. Il faut vraiment qu'il y ait ces deux aspects qui soient centraux, c'est-à-dire perception d'utilité et perception d'utilisabilité. Il faut que ça ait du sens pour les enseignants, il faut que ça ait du sens pour les élèves. Il faut vraiment que les deux, l'élève et l'enseignant, comprennent pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil, qu'est-ce que ça apporte, quelle est la plus-value, que ce ne soit pas simplement l'objet technologique qu'on va mobiliser en classe pour l'utiliser et apprendre les technologies sans forcément avoir quelque chose de plus complet derrière.
Donc, j'ai établi une liste des différentes compétences en fait, travaillées au travers de la robotique éducative que j'ai pu observer moi-même durant le projet et aussi durant les cours que je donne auprès des étudiants de la Haute École pédagogique. Et j'ai fait deux catégories. Ça veut dire qu'il y a une première catégorie, c'est les compétences évidentes, que j'appelle comme ça évidentes, parce qu'on va travailler la robotique, l'informatique, la programmation. C'est vraiment évident. C'est les premières choses qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on pense robotique. Et je pense que c'est là peut-être qu'il y a vraiment un élément qu'il faut travailler et qu'il faut communiquer, c'est que lorsqu'on travaille la robotique, il n'y a pas que ces éléments-là que l'on travaille. En tout cas, ça, à mon sens, ça ne devrait pas être le cas. Il faudrait qu'on puisse travailler aussi les compétences que j'ai appelées ici étendues. On a la résolution de problèmes, on peut travailler des mathématiques, on peut travailler des sciences, l'expression, la lecture, la collaboration, l'écriture, réalisation de projets divers et variés, de chorégraphie ou artistique même, créativité, esprit critique, activité créatrice manuelle, communication, pensée computationnelle. On peut vraiment travailler énormément d'éléments. Et c'était un des buts du projet, et c'est ça que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant, c'est qu'au travers des activités proposées dans le projet Timio Getting Berger, les élèves apprenaient des éléments de robotique, de pensée computationnelle, de programmation, et aussi les branches en guillemets traditionnelles ou qui sont intégrées au programme scolaire standard. À titre d'exemple, j'ai appelé ça exemple de transférabilité, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Hein. On a un objet, l'outil robotique, et on peut transférer des compétences et des connaissances vers cet objet ou depuis cet objet vers d'autres branches. Par exemple, pour des problèmes mathématiques, par exemple. Dès le moment où on fait une programmation, on va avoir un problème assez complexe, assez grand, où on n'a pas une seule réponse vraie, et puis c'est assez compliqué de mettre ça en place. Et le but, c'est de fractionner tout ça en plein de petites sous-étapes. C'est le principe de la programmation. Pour s'adresser à une machine, c'est une forme de langage. On doit tout décomposer en petites tâches. Ce processus-là peut être appliqué à un problème mathématique ou à l'apprentissage des angles, où on va du coup avoir un problème assez conséquent qu'on va essayer d'analyser, de disséquer, de voir quelles parties sont faciles à résoudre pour pouvoir après avoir une vision globale qui est cohérente. Même la rédaction d'un dossier, lorsqu'on rédige un dossier, on ne va pas rédiger tout le dossier en une fois, on va fractionner en sous-chapitres, en catégories, on va planifier. Préparer un gâteau, faire une recette, pareil, c'est difficile de se dire qu'on va faire un gâteau d'un coup. On va suivre aussi un certain nombre d'étapes qui permettent d'arriver à la fabrication du gâteau. Et encore collaborer aussi, c'est pareil, on va se répartir les tâches, organiser le travail, etc. Donc c'est vraiment ce travail avec la robotique, avec la programmation, peut-être aussi, c'est une logique qui peut être appliquée à beaucoup d'éléments. Lorsque on introduit la robotique en classe, on passe par plusieurs phases. C'est souvent, ça ici, ce sont les phases qui ont été décrites par Romero et Dupont. Ces phases sont indispensables et c'est ces phases-là qui permettent d'arriver à quelque chose de beaucoup plus complet et de dépasser le cap où on s'occupe juste de la machine quelque part. Donc la première phase d'introduction, vraiment important, on a pris le temps de le faire durant ce projet avec la classe ici en Valais, où on présente le robot, on explique ce que c'est, on fait des comparaisons avec qu'est-ce qu'il y a de robotique aussi dans notre environnement, un ascenseur, une voiture, une machine à café. Ensuite, une deuxième phase de découverte, où là, on peut commencer à entreprendre le robot, à voir ce que c'est, à le toucher, à l'allumer, à l'éteindre, à voir les premiers éléments techniques, et puis à faire connaissance simplement avec la machine, l'appréhender. Et enfin, une troisième phase d'exploration, où là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus procédural, où on apprend réellement les fonctions du robot, qu'est-ce que c'est un actenseur, qu'est-ce que c'est un capteur, comment il fonctionne, comment on le programme, comment on le connecte. Et on a un peu les bases qui nous permettent après d'évoluer de manière plus ou moins autonome. Et enfin, en phase 4, une phase de développement de projet où c'est là qu'on arrive à avoir vraiment des activités complexes avec des connexions avec énormément de matière et qui permettent de mobiliser beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances. Pour illustrer un petit peu la phase d'exploration, je vous présenterai une petite vidéo. De la phase 3. On voit un petit peu à quoi peut ressembler l'activité robotique en classe.
Voilà pour cette petite vidéo qui montre un petit peu à quoi ça ressemble concrètement dans une classe, la phase d'exploration du robot. Avant d'arriver à la phase de développement de projet, on va passer un petit peu de temps maintenant pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase de développement de projet. Le cœur en fait, des activités qui ont été proposées durant Timio Getindi Berger, ce sont des résolutions de défis complexes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une solution, il y a plein de solutions possibles, et c'était aux élèves de trouver les meilleures solutions, ou celles qui étaient à leur portée, celles qu'ils trouvaient, et de les améliorer petit à petit. Et le but, c'était de mobiliser des connaissances et des compétences, bien sûr, de robotique et d'autres branches. Chaque activité était faite en binôme pour qu'il n'y ait justement pas un élève face au robot, mais qu'il y ait deux élèves face au robot et qu'ils puissent échanger, interagir, et puis essayer de bien s'entraider, s'encourager, et qu'il y ait une émulsion qui se fasse autour du robot. Et ça, c'est aussi l'apprentissage de la collaboration qui passe par là. Un des exemples que j'ai trouvé assez frappant lorsque j'ai observé les élèves travailler avec le robot, c'est les élèves voulaient créer une sorte de chorégraphie avec le robot et voulaient que le robot soit violet. Sauf que le robot n'a pas la couleur violette. Par contre, il a le bleu, le rouge, le jaune. Et avec ces différentes couleurs, les élèves se sont dit, mais en cours d'art, on a vu que si on mélangeait des peintures, des différentes couleurs, donc entre autres le bleu et le rouge, ça donnait du violet. Et à ce moment-là, ils ont fait le lien entre le cours d'art et le robot, qu'ils ont allumé en bleu et en rouge, et ils ont eu leur robot qui s'est allumé du coup en violet. Donc, c'est tous des liens qui ont été faits de manière assez spontanée par les élèves et qui sont, que j'ai trouvé extrêmement riches. Un des autres grands avantages du robot, et qui permet justement à l'enfant de se développer et de travailler avec le robot de manière relativement intuitive, libre, c'est que le statut de l'erreur est très différent. C'est qu'on n'a plus l'élève face à une fiche ou face à un enseignant qui va déterminer, qui va évaluer, qui va dire si c'est juste, si c'est faux, si c'est bien, s'il faut refaire ou pas. C'est le travail de l'élève face au robot qui va déterminer si c'est juste ou si c'est faux, parce que c'est le robot lui-même qui va donner une information en retour, qui va dire si c'est juste ou si c'est faux, faire simplement ce qui a été demandé ou pas. Donc le feedback est complètement instantané. Lorsque l'élève donne le programme au robot, le robot ne fait qu'exécuter. Et s'il y a une erreur, c'est que l'élève a fait une erreur. Et ce processus-là prend un peu de temps chez l'élève, mais est extrêmement riche parce que du coup, il se rend compte que petit à petit, il peut améliorer son programme pour que le robot effectue correctement les activités. Donc, du coup, l'erreur devient vraiment un moyen de réfléchir, un moyen de penser et un moyen de travailler. Ça ne devient plus une sanction ou quelque chose de négatif. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé fascinant à observer aussi durant ce projet. D'autres forces qui ont été décrites et définies par la littérature, c'est que le feedback donné aux élèves en classe, selon Pernoud, ça peut être comme des bouteilles lancées à la mer. Effectivement, on a l'enseignant qui donne un feedback, mais lorsque c'est le robot qui donne un feedback, donc le robot qui n'avance pas ou qui ne fait pas ce qui est demandé, à ce moment-là, l'élève est obligé de prendre en compte ce feedback, parce que s'il ne tient pas en compte de ce feedback, il ne pourra pas faire progresser son programme et progresser dans son projet. Encore une autre force de Papert, cette fois, aussi autour du statut de l'erreur, c'est que lui, Papert définit que le travail avec le robot
permet justement d'avoir un espace où l'erreur est considérée différemment, où l'erreur est permise, n'est pas vécue comme un échec total. Au contraire, il faut que les élèves passent par ces erreurs pour atteindre l'objectif fixé par l'enseignant auprès de multiples essais. On voit qu'on a vraiment le travail avec le robot qui est très ouvert, où l'élève est rapidement autonome. Les phases pour s'approprier le robot, les phases 1 à 3 se font en quelques heures. Et ensuite, il est autonome et il peut progresser gentiment. Et si les projets sont bien construits et interdisciplinaires, il peut travailler énormément de compétences et de connaissances de différentes branches, que ce soit des maths, du français, de la collaboration, des sciences. Encore un autre élément de littérature, cette fois qui nous vient de chez Piaget, qui parle spécifiquement des bugs, donc les erreurs de programme qui sont commises par les programmeurs, donc les élèves, sont fondamentaux pour que l'élève puisse trouver des stratégies pour les surmonter. C'est vraiment ça, l'élève doit prendre en compte ce bug et trouver une stratégie pour passer au-delà, trouver une solution pour que ça fonctionne correctement. Et un dernier élément qui est peut-être un peu moins connu dans le monde francophone, qui s'appelle le constructionnisme, c'est vraiment engager l'élève dans la construction d'un élément. On a vraiment quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose de concret qu'on construit petit à petit, avec une logique de proche en proche, dans un monde ouvert. Ça peut être un château de sable, ça peut être plein d'éléments, et entre autres, le robot fait partie de cette catégorie et permet d'avoir ce constructionnisme, de construire des connaissances et des compétences autour d'un élément très concret. Finalement, le projet s'est terminé avec une année de retard. La partie collaboration avec les autres classes de Suisse romande a été assez atténuée, vu que tout le monde était en confinement, et en plus, après, on a dû changer de classe, donc c'était difficile de retrouver les mêmes classes. La possibilité de voyager aussi était entravée, donc cet aspect communication a été un petit peu plus faible. Par contre, les défis, on a pu les faire avec les classes, ils ont beaucoup progressé, beaucoup travaillé tout au long de l'année. J'ai pu aller les voir de manière régulière, observer. Et tout à la fin, ils sont arrivés à un niveau d'appropriation de l'outil qui était excellent et qui leur permettait vraiment de développer énormément d'éléments. Donc, dans les points positifs observés, c'est un grand engagement des élèves, on voyait vraiment une motivation extrêmement forte. Transfert de différentes matières autour de la robotique, comme les quelques exemples que je vous ai donnés, c'était très, très parlant. Excellente collaboration. Les deux élèves sont mobilisés autour d'un élément qui n'est pas une sanction. Ils ont un but commun et c'est vraiment quelque chose de très positif. Grande autonomie. Les élèves sont très rapidement autonomes, au bout de quelques heures, tellement ils se sont appropriés les fondements, qu'ils ont passé la phase d'exploration. Ils sont très, très autonomes. Résultat très rapide. Et que ce soit du côté de l'enseignant ou des élèves, la progression a été très rapide et l'appropriation aussi. Et l'enseignante en charge de la classe a rapidement pu prendre en main les activités. L'enseignante de la deuxième année du projet, donc dans le prolongement du projet, n'était pas du tout familière de la robotique et en quelques semaines, elle a très facilement pu appréhender cet objet et le mobiliser dans sa classe pour différentes branches. Les limites observées maintenant. Il est indispensable de disposer d'un espace suffisant. On le voit sur les images, on le voit dans la vidéo. Ils ont dû utiliser les couloirs, toute la classe, parce que ça prend un peu de place d'avoir ce matériel, de pouvoir faire bouger le robot, de pouvoir travailler en groupe. Donc, il faut avoir quand même un certain espace à disposition. Il faut au moins un équipement complet par groupe de 2. L'équipement est vraiment indispensable. On avait la chance dans ce projet d'avoir suffisamment d'équipement. Ce n'est pas un équipement qui est extrêmement onéreux, mais c'est vraiment important qu'il y en ait suffisamment pour qu'il y ait vraiment un travail qui puisse se faire au niveau de la classe et pas au niveau de seulement certains élèves. Certains élèves sont tentés de tester à la volée beaucoup de solutions sans anticiper les actions du programme. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez évident chez certains élèves qui effacent tout et qui recommencent. Ils effacent tout, ils recommencent au lieu d'aller chercher l'erreur et d'aller l'améliorer. Donc là, ça, c'était quelque chose, une limite dans le sens où il y avait moins cette réflexion autour de l'erreur chez certains élèves. Et puis, lorsque ça ne fonctionne pas, certains élèves effacent tout au lieu de débugger étape par étape. C'est aussi une autre limite, c'est justement tout recommencer tout le temps au lieu d'aller petit à petit. Donc, à explorer pour un prochain projet ou pour d'autres activités du genre, ce serait de commencer par les activités déconnectées ou unplugged pour vraiment forcer cette réflexion, cette pensée computationnelle avant d'aller vers une programmation avec les robots. Pousser à procéder par étapes, vraiment
vraiment expliquer, voilà, on a certaines étapes, quand on a une erreur, qu'est-ce qu'on fait, comment on débug. Enseigner comment identifier les bugs et dysfonctionnements. Enseigner de manière explicite les techniques de débugage. Et enfin, poursuivre sur tout le cursus afin de consolider ses apprentissages et augmenter la transférabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait absolument incroyable. Ce serait d'avoir, et qui va se mettre en place, justement, c'est d'avoir de la robotique sur plusieurs années pour qu'on puisse construire d'année en année les compétences et d'avoir plus d'aisance et d'aller plus loin dans les différents projets. Ici, une petite bibliographie. Et puis, je vais terminer par une petite vidéo qui montre un peu le niveau. Oui. Juste pour qu'on puisse garder un peu de temps pour la discussion. Elle est longue, la vidéo, ou elle dure? Elle dure 2 minutes. Je sais pas comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ça empiétera un peu sur le temps d'échange, mais si vous pensez que c'est… Alors, je vous en montre un petit bout et puis voilà. Mais peut-être je vous explique d'abord ce que c'est. Et puis, en fait, c'est le projet R2T2. C'est un projet de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale, où il y a une station sur Mars et elle est à distance. Et plusieurs classes de toute l'Europe travaillent en collaboration pour envoyer les programmes aux robots qui sont tous à l'EPFL et pour aller réparer la station spatiale. C'est assez difficile à expliquer avec des mots parce que c'est assez complexe. Mais c'est vraiment fascinant de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, je vous en diffuse juste un tout petit bout avant de passer aux questions. Et voilà l'image de fin où on voit tous les robots qui sont arrivés au centre. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, Merci à vous pour la présentation. Donc oui, il nous reste un petit moment pour les échanges, d'autant plus qu'il n'y a pas de présentation